Bonjour à toutes et à tous, et je remercie bien sûr le laboratoire Herbiofarm de me permettre de présenter effectivement ce sujet qui me tient à cœur, c'est-à-dire le sport et puis les hypersensibilités alimentaires, hein. Alors moi, je suis un ancien, certains me connaissent, je suis un ancien sportif, j'ai été international d'athlétisme en junior, et puis j'ai fait le professeur d'éducation physique, et voilà, ensuite j'ai fait kinésithérapie, et j'ai fait donc l'ostéopathie, et puis j'ai fait médecine un peu plus tard, sur l'âge de 34 ans, et j'ai les diplômes de médecine du sport. Voilà, j'ai même été le kinésithérapeute des compétitions de moto, football, j'étais aux 24 heures du Mans, au Castellet, comme kinésithérapeute des équipes sportives, notamment de Health France à cette époque-là. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler donc d'un sujet qui m'est très cher, les hypersensibilités alimentaires. Ça fait à peu près 22 ans que je travaille sur ce sujet-là. Un sujet qui est un peu méconnu, malgré tout. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Alors, on va parler donc alors là, je dois faire changer, suivant, hein, suivant. C'est à vous de prendre la main. Voilà. Je voulais dire avant que l'objectif de ce séminaire, c'est de savoir est-ce qu'il peut y avoir une alimentation qui est spécifique, du sportif? Si oui, laquelle et est-ce qu'elle peut être, améliorée? Alors il y a, je voudrais, signaler que sur le site d'IMUPRO, vous avez un livret à destination des sportifs qui est très bien expliqué et qui va parler de la nutrition du sportif, des allergies alimentaires retardées de type 3, et je vous invite effectivement à le compulser. Je vais vous parler d'autres choses, même s'il y a un rapport très étroit avec ce livret. Suivante. Alors, en préalable à la question alimentaire, il faut parler qu'il y a une évolution considérable de la technologie médicale au service de la préparation des athlètes, des athlètes nationaux, internationaux ou autres. Un athlète, en fait, de haut niveau, et même si ce n'est pas forcément un athlète de haut niveau, il doit effectivement présenter 3 choses importantes, bien sûr. Les qualités techniques, bien évidemment, c'est inhérent quelquefois à des capacités, personnelles. C'est les techniciens français là-dessus sont très à même de préparer techniquement leurs athlètes pour avoir les meilleures performances possibles. Donc là, les qualités techniques, c'est la première des choses qu'effectivement on doit avoir. La deuxième chose, bien sûr, c'est une préparation physique. C'est une condition physique, bien évidemment. Et là, il y a eu des progrès qui ont été fantastiques, qui ont été réalisés par toutes les fédérations, au niveau national, international. Je l'ai marqué entraîneurs et les coachs qui sont super équipés maintenant. Il est très rare de ne pas voir donc un, un entraîneur, un coach sportif qui va, même au niveau du terrain, in situ, ou en salle, bien entendu, qui va permettre d'avoir des équipements perfectionnés, les ordinateurs. Il y a tout un tas de possibilités pour pouvoir effectivement, à un certain niveau pratique national et international, il est quasi habituel donc de rencontrer effectivement des entraîneurs, des coachs avec des équipements très perfectionnés pour évaluer les paramètres biologiques, que ce soit, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais que ce soit le poids du corps, tout simplement, la fréquence cardiaque, la VO2 max, les lactates également, et à modifier donc en fonction des résultats obtenus, des paramètres biologiques obtenus, à modifier les exercices, à modifier les entraînements pour pouvoir adapter soit plus de fractionnés, moins de fractionnés, plus d'endurance, moins d'endurance, bref. C'est des progrès qui sont incommensurables. L'évolution a été majeure de l'adaptation biologique aux efforts exigés par chacune des pratiques sportives. Donc un athlète de haut niveau, effectivement, il doit avoir, comme je vous l'ai dit, donc des qualités techniques, une préparation physique, des conditions physiques, et puis le troisième point, c'est l'alimentation. Parce que l'alimentation qui doit être adaptée. Il y a plusieurs types d'alimentation, on va les voir. C'est une alimentation qui peut être effectivement traditionnelle, optimisée, selon les critères actuels considérés par les fédérations, ou elles peuvent être optimisées et personnalisées. Et moi, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui, qu'elle peut être aussi personnalisée et optimisée. Donc, est-ce qu'il y a une alimentation actuelle spécifique du sportif fait par les fédérations? Oui, sans aucun doute, hein, les fédérations sportives, à travers les médecins fédéraux, les coachs, les entraîneurs, ils prêtent une attention, bien sûr, toute particulière à conseiller une alimentation la mieux adaptée, donc spécifique et bénéfique à leurs athlètes, à leurs sportifs.
Les résultats, ils sont plus ou moins positifs, hein, selon l'importance et la nature du sport. Du nombre de licenciés à l'échelon pratique, si vous avez une équipe nationale, on est très très bien organisé. Au niveau régional, on l'est encore. Au départemental, c'est moins évident. Et au niveau du club, c'est pas toujours le cas, sauf quand vous avez affaire à des très 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 grands clubs. Je vais vous donner l'exemple de l'équipe de France de football dans leur préparation à Clairefontaine avant la Coupe du Monde du Qatar en novembre-décembre 2022, c'est quand les battus en finale. Voilà. Et on reviendra à la fin, après vous avoir exposé ce qu'était l'alimentation personnalisée, on reviendra sur justement les programmes alimentaires qui sont proposés à nos footballeurs qui, ce soir, vont jouer leur place. Enfin, ils sont déjà qualifiés, mais ils vont jouer leur place pour. Oui, il y a un problème? Ok. Voilà, donc vous voyez ici notre Griezmann, vous voyez les autres athlètes qui sont ébahis devant un plat de pâtes. Et en fait, comme ils mangent quoi, les Bleus, avant d'aller jouer au football? Et donc, bon, vous avez la Fédération française de football a mis en ligne une vidéo que vous pouvez aller voir. Vous tapez Clairefontaine avant la Coupe du Monde du Qatar, et vous avez une vidéo de 3 à 4 minutes qui montre ce que vont manger nos footballeurs, nos athlètes. Il y a un repas qui est minutieusement préparé par le chef personnel de l'équipe de France, Xavier Rousseau. Donc, on a un chef et un docteur, Franck Le Gall, qui était le médecin responsable donc des athlètes. En l'occurrence, vous verrez dans cette vidéo, je vous le dis, hein, c'est un extrait de la vidéo, ils vont manger une souris d'agneau confite, du calamar, de la polenta, des légumes verts sautés, brocoli, artichaut, des épis de maïs. Pour le dessert, place à la tarte du jour et un buffet de fruits. Suivante. Et des pâtes, et beaucoup de pâtes. Mais là, vous voyez Benjamin Pavard, pardon, qui est également en ce moment en Allemagne pour le championnat d'Europe. Mais quoi choisir parmi toutes ces propositions alléchantes? Le reportage vidéo montre l'option qui est choisie par Benjamin Pavard, une assiette composée d'œufs et d'avocats, de jambon et de salade en entrée. Kylian Mbappé qui dit des pâtes, je vous passerai le reste. Eduardo Camavinga qui se dévoile comme un grand amateur de pâtes, des pâtes à la sauce tomate et aux oignons, et mieux encore Ousmane Dembélé, lui aussi présent ce soir, qui demande systématiquement et à chaque déjeuner d'avoir des pâtes. Suivante. Alors, on y reviendra à la fin. Alors, cette alimentation spécifique du sportif, est-ce qu'elle peut être améliorée? L'alimentation spécifique aujourd'hui, elle existe, oui, mais est-ce qu'il pourrait y avoir une alimentation spécifique et personnalisée? Actuellement, non, ou très 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 faiblement mise en place. Cette alimentation va reposer sur la notion d'individualisation par la détection des éventuelles hypersensibilités alimentaires propres à chaque sportif. Des tests biologiques sont nécessaires à les déterminer, notamment les tests proposés par Herbiofarm et Imupro notamment. Les résultats sont, je vous le garantis, toujours favorables, mais les exemples restent encore insuffisants et mal connus. On le verra dans la deuxième partie de ce webinaire, les exemples que je vais vous proposer de sportifs connus et même très connus qui auront utilisé ce type d'alimentation individualisée. Alors pourtant et pourquoi la suite? Merci, suivant. Alors l'alimentation personnalisée, est-ce qu'elle peut influencer les performances du sportif? C'est quoi cette alimentation personnalisée? De quoi je parle? De quoi s'agit-il? Peut-elle apporter un bénéfice supérieur comparé au régime actuellement utilisé par les bonnes habitudes nutritionnelles et qui ont fait leur preuve? On peut discuter, nos athlètes, quand ils rentrent sur le terrain, ils ne sont pas malades, hein, et ils sont en forme. Mais est-ce qu'ils pourraient être encore plus en forme? Exemple, si vous avez les régimes archi-connus qui sont reconnus comme étant composés de super aliments, bons pour la santé, le régime méditerranéen, la chrononutrition qui permet de mettre à bons moments de la journée les aliments, le flexitarisme, etc. Suivante. Alors l'alimentation personnalisée, ce dont je parle aujourd'hui, c'est ça. C'est quoi? C'est une alimentation qui est une méthode ou un programme alimentaire qui respecte le système immunitaire et les réactions favorables. En fait, on va tester les protéines alimentaires de chaque aliment et de voir si oui ou non il y a une réaction anormale de votre système immunitaire vis-à-vis de cette protéine. Et ça crée des micro-inflammations quand il y a une positivité. Cette micro-inflammation, elle attaque la muqueuse intestinale et elle crée des déficits. Voilà, à tous les niveaux, au niveau sanguin, oxygénation, etc. Donc c'est en fait un régime qui exclut tout au moins de façon transitoire, parce qu'il ne s'agit pas de supprimer à vie des aliments, il y a une réparation de la muqueuse intestinale, ça c'est autre chose, ça ferait partie d'un autre webinaire si vous voulez, tout aliment ou tout ingrédient qui va déclencher une réaction d'hypersensibilité. Moi j'appelle ça, c'est un régime dit immunocompatible, c'est-à-dire que vous allez manger des choses qui correspondent à ce que votre système immunitaire il a envie de reconnaître et d'accepter.
et de refuser ce qu'ils refusent. Voilà. Donc, il se différencie des régimes classiques actuels, oui, qui s'appuient sur des valeurs nutritionnelles. Bon, les aliments, c'est super bon pour la santé, il y a des super aliments. Oui, l'amande est un super aliment, sauf qu'en moi, il est positif, il est hypersensible, je ne donne pas des amandes. C'est là toute la différence hein, de ce que je propose. Communément admise, c'est donc c'est l'aliment et les bénéfices attendus sur la bonne santé du sportif et potentiellement sur ses performances. Mais quand vous faites par contre un régime immunocompatible ou alors alimentation personnalisée optimisée, c'est un autre terme qui est aussi valable, me semble-t-il, en excluant les hypersensibilités alimentaires qui sont propres à chaque sportif, ça ne conteste pas les valeurs nutritionnelles des aliments universellement reconnues des aliments, mais je priorise davantage l'individu que le statistiquement valable pour tout le monde. Chaque individu est particulier, chaque individu a sa problématique, elle n'est pas la même pour tout le monde. Et quand on voit des athlètes qui sont là tous devant un buffet à manger la même chose en fonction de leur goût et non pas en fonction de leurs possibilités immunitaires, eh ben ça me pose un problème, quelles que soient ses valeurs nutritionnelles. Donc le programme alimentaire idéal pour le sportif, c'est celui qui va tenir compte d'une part des valeurs nutritionnelles. On va pas, bien sûr, hein, ce qui est riche en vitamine C, en vitamine D, en vitamine E, en flavonoïdes, etc. Bien sûr, ce sont des beaux aliments à condition que votre système immunitaire l'accepte. Donc il faut tenir compte donc des bons aliments. Excusez-moi un tout petit peu avant, je n'ai pas terminé la phrase. Voilà, mais d'autre part des incompatibilités, hypersensibilités alimentaires qui sont propres à lui-même. J'individualise pour optimiser l'alimentation. Suivante. Oui, là, je reprends des diapositives de mon ami Camille Lieners, pour ceux qui ont déjà assisté à ces webinaires. Vous avez, à droite, vous avez les aliments qui sont ceux qui sont mauvais pour la santé, des aliments hybridés, les OGM, les aliments fortement transformés, plein d'additifs, de conservateurs, disponibles toute l'année. Bon, ça, tout le monde est d'accord là-dessus, on ne va pas discuter là-dessus. Et puis, à gauche, vous avez les aliments naturels, bien sûr, les aliments frais, bien sûr, les aliments de saison, les aliments préparés à la maison, pas d'aliments transformés, pas de conservateurs, pas d'additifs. Ce sont des belles paroles, effectivement, oui, mais il peut y avoir des problèmes d'hypersensibilité pour chaque aliment, même s'ils sont considérés comme naturels, frais et de saison. Suivante. Donc l'alimentation personnalisée, c'est un programme alimentaire qui est idéal pour le sportif, qui est celui qui va tenir compte, je vous l'ai dit, d'une part des périodes de compétition et hors compétition, des valeurs et des qualités nutritionnelles alimentaires reconnues et adaptées à chaque sport, mais d'autre part également aux incompatibilités et aux hypersensibilités alimentaires individuelles, c'est-à-dire propres à chaque athlète. Là, je pense que là, on a bien posé la problématique. Suivante. Alors, bon, l'alimentation des sportifs, c'est global ce que je vous dis, ça tout le monde, tous les préparateurs sportifs, médecins sportifs connaissent bien ça. L'alimentation des sportifs, vous avez période hors compétition, on va plutôt travailler, enrichir en protéines, on va enrichir également aussi en graisses, puisqu'il faut des graisses bien sûr, hein, pour avoir de l'énergie. Et puis en dessous, en période de compétition, là, on apporte souvent des glucides, d'absorbante, et du gluten, etc. Et est-ce que c'est bien orienté? C'est pas évident. Suivante. Les intolérances alimentaires, là, je voudrais faire un rappel, pour ceux qui ont déjà assisté à certains webinaires, vous connaissez, mais bien faire la différence entre les allergies alimentaires de type 1, que vous avez en premier cadre là-haut, ce sont des symptômes qui sont immédiats. Vous avez une allergie au pollen, aux graminées, aux poils de chat, aux acariens, etc. Vous respirez et vous allez avoir des symptômes. Vous allez avoir des symptômes un petit peu très, très rapides. Ce sont des symptômes qui sont immédiats, violents. Vous allez avoir les yeux qui vont devenir tout rouges. Vous allez pleurer. Vous allez avoir les nez qui coulent. Vous allez avoir la gorge serrée, l'œdème de Quick. Vous pouvez avoir un choc anaphylactique. Voilà, c'est extrêmement dangereux. C'est le domaine royal des allergologues. C'est médié par des anticorps qui s'appellent des IgE, des immunoglobulines de type E. Donc la réaction est immédiate, elle est rapide. On s'en aperçoit. Mangez une cacahuète et devenez tout rouge. Et vous avez des problèmes, risque même de problèmes d'étouffer avec l'œdème de Quick. C'est les allergies de type E. Il ne faut pas les confondre avec, tout en bas, les allergies alimentaires de type 3. C'est ce dont nous parlons aujourd'hui. Elles n'ont rien à voir avec les allergies de type 1. C'est pour ça qu'on n'aime pas trop les appeler allergies, bien que ça en soit. C'est des allergies de type 3. Et on va parler d'intolérance alimentaire ou d'hypersensibilité alimentaire, parce que le terme même d'intolérance alimentaire, il est, comme diraient les Anglais, confusing.
Pourquoi? Parce que, vous voyez au milieu, vous avez ce qu'on appelle les intolérances alimentaires. Alors les intolérances alimentaires, notamment au lactose, au fructose et à l'histamine, ce ne sont pas des réactions anormales du système immunitaire vis-à-vis de protéines alimentaires contenues dans les aliments. Ce sont des réactions parce qu'il vous manque certains enzymes. Pour le lactose, il vous manque de la lactase. La lactase, elle permet de digérer le lactose qui est indigeste, de le transformer, de l'hydrolyser en galactose et en glucose. Et là, ils sont parfaitement tolérés. Si vous n'avez pas de lactase, vous allez avoir tous les problèmes digestifs qui sont liés à un lactose qui n'est pas dégradé. C'est une intolérance au lactose. On appelle ça intolérance au lactose. L'histamine, par exemple, vous avez des aliments qui sont riches en histamine, la tomate, aubergine, les poissons quand ils ne sont pas très, très frais. Bon, c'est très riche en histamine. Et en fait, on a une enzyme qui s'appelle la DAO, la diaminooxydase, qui permet de dégrader l'histamine contenue dans les aliments. OK. Donc ce sont des intolérances. Donc il ne faut pas les confondre avec ce qu'on peut appeler les allergies alimentaires, qui sont de type 3, que vous avez tout à fait en bas, qui donnent, eux, pas une réaction immédiate. Les allergies de type 3, celles dont on parle aujourd'hui, ce sont des réactions qui sont décalées dans le temps, de 2-3 heures jusqu'à 2-3 jours après l'absorption alimentaire. Donc il n'y a pas de réaction très visible. Par contre, ça va conduire à des maladies chroniques, même à des maladies auto-immunes, et peut-être probablement, je n'en ai absolument pas la preuve, à des cancers, 20 ans, 30 ans après, quand on n'a pas réglé ces problèmes d'intolérance alimentaire qui attaquent votre côlon. Il y a une prévalence de plus de 50%. En fait, c'est ce qu'il y a de plus fréquent et ce dont on ne parle pas. On connaît bien les allergies de type 1, que vous avez tout en haut, mais les allergies de type 3, eh ben, c'est mal connu, ce sont les hypersensibilités alimentaires. Je préfère ce terme-là, intolérance, puisque les intolérances, on a vu, c'est plutôt réservé à la terminologie des intolérances au lactose et à l'histamine. Suivant. Bon, je veux pas, ça c'est de la physiopathologie, hein. L'intestin grêle, bon, c'est ce qui suit effectivement l'estomac. On a 6 mètres de long. Vous vous rendez compte, ça représente, si vous déployez la surface, 600 mètres carrés, c'est terrain de tennis, alors que la peau n'a que 2 mètres carrés de surface. Le poumon à 100 mètres carrés, c'est un organe qui est hautement immunocompétent. Bon, la barrière intestinale, vous avez la description, c'est surtout les entérocytes, ce qu'on appelle, vous allez voir les villosités intestinales. Ce sont les cellules qui permettent donc le passage du côlon, de la lumière intestinale vers le sang. Et les entérocytes, où les jonctions vont être ce qu'on appelle tight junction, c'est-à-dire des jonctions qui sont serrées et qui, vous allez voir, en cas de perturbation, de dysbiose intestinale, d'attaque de la muqueuse intestinale, elles vont s'écarter et ce qu'on va appeler, on va le voir tout à l'heure, le leaky gut syndrome. Suivante. Voilà, vous avez une image des villosités intestinales et vous voyez ces villosités intestinales et les bordures de ces villosités, bah, c'est là où se font les échanges entre la lumière intestinale qui est au-dessus, bien sûr, où il y a le côlon, il y a vos nutriments, il y a les selles, hein, le caca qui est là et les nutriments qui ont été transformés et qui vont passer dans le sang grâce à cette barrière intestinale qui doit être bien fermée, qui doit être étanche et qui ne doit pas être porotique, comme on va le voir tout à l'heure avec les intolérances alimentaires, enfin les hypersensibilités alimentaires. OK, suivante. Voilà, vous les avez ici, elles sont magnifiques, vous les voyez bien vivantes, c'est des villosités intestinales, vous voyez la lumière intestinale, bon, bah, c'est au-dessus, c'est le blanc qui est au-dessus des villosités, et puis bah, vous voyez le passage va se faire directement dans le courant sanguin, et puis le courant sanguin en bas, vous voyez, ça rentre dans les capillaires, et à ce moment-là, s'il y a des toxines qui vont passer, on va le voir, et bien automatiquement, c'est le système immunitaire qui va reprendre tout ça en charge, et le système immunitaire, il est content ou il n'est pas content de ce qui passe. Et il va réagir ou il ne va pas réagir. Suivante. Voilà, vous l'avez ici, vous voyez le côlon en haut, hein, vous voyez un petit peu, c'est une petite tranche, et vous voyez ces villosités intestinales, vous les avez ici qui sont schématisées. Vous voyez complètement sur la droite healthy tight junctions, c'est-à-dire des jonctions serrées qui sont saines. Elles sont saines parce qu'elles n'ont pas été agressées. Et là, les passages vont se faire transcellulaires sans aucun problème, selon certains gradients. C'est la normalité. Et puis, vous voyez à gauche, vous voyez s'écarter, c'est-à-dire faulty tight junction, c'est-à-dire qu'elles sont fautives, bah, voilà, elles sont écartées. C'est ce qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale. Et vous voyez en haut, en anglais, undigested food particles, toxins and bacteria, c'est-à-dire que vous avez des particules d'alimentaires qui n'ont pas été bien digérées, des toxines et des bactéries qui vont passer et qui vont rejoindre le courant sanguin qui est en dessous. Et c'est là que les réactions immunitaires vont se produire. Suivante.
Voilà, vous l'avez ici, c'est une autre façon de voir les choses. Là, les Anglais vous disent, bah, c'est clair que ça peut jouer dans tous les cas de figure, dans les problèmes de diététique protéines, dans les problèmes même chez la femme enceinte, dans le stress, chez la ménopause, les toxines, les allergies alimentaires. Bon, bref, il manque le sport aussi, on va le voir tout à l'heure. Mais tout ça peut être responsable de leaky gut et d'une inflammation, donc de la cellule, qui va laisser passer des éléments qui ne devraient pas passer. Et à ce moment-là, vous voyez en bas, circulatif, le complexe immun qui va être formé, bah, ça peut toucher la barrière hémato-encéphalique, Blood-Brain Barrier Breach, de créer de l'inflammation, de créer des problèmes auto-immunitaires. Il y a énormément de maladies auto-immunitaires qui sont liées à ça. J'avais fait même déjà un webinaire sur la thyroïde, les pathologies thyroïdiennes et la maladie d'Hashimoto, qui est très très liée, et l'amélioration en traitant les hypersensibilités alimentaires réduit considérablement les symptômes thyroïdiens. Et puis avoir des malabsorptions avec des déficiences de nutrition, bien évidemment, une barrière intestinale qui est poreuse, eh bien, que ce soit le fer, que ce soit le magnésium, que ce soit le calcium, ça passe pas normalement. Donc la première des choses, avant d'aller avaler des compléments alimentaires, c'est de savoir si la barrière intestinale est bien correcte et n'est pas attaquée, notamment par une mauvaise alimentation. Suivante. Alors, la dysbiose, alors je vous demande de cliquer au fur et à mesure, s'il vous plaît. Voilà. Donc, qu'est-ce qui peut créer la dysbiose? La dysbiose, c'est un trouble effectivement, du déséquilibre du microbiote intestinal. Il y a des bonnes bactéries, il y a des mauvaises bactéries. Bien entendu, on a envie que ce soit que des bonnes, et les mauvaises peuvent être déclenchées par notamment la nutrition. Quand il y a un excès de graisse, de sucre, de protéines, absence de fibres, tout le monde est d'accord là-dessus. Ensuite, une insuffisance enzymatique, on en a parlé tout à l'heure, le lactose parce qu'il manque de lactase, le fructose et l'histamine parce qu'il manque de la DAO. Suivant. Les FODMAPs, alors les FODMAPs, j'en parlerai tout à fait à la fin, on pourra en discuter dans un prochain séminaire. Les FODMAPs, c'est reconnu par le monde entier, ce sont des aliments qui donnent des troubles digestifs parce que ce sont des aliments sucrés qui sont très mal dégradés par la muqueuse intestinale. On en reparlera. Et il y a une compétition entre les pros FODMAPs et les pros intolérance alimentaire, hypersensibilité alimentaire. Et j'ai du mal à me défaire du mot intolérance alimentaire parce qu'il est partagé par la majorité de la population. L'affection intestinale, le candida albicans, je voudrais faire un petit aparté sur le candida albicans, c'est quand même c'est une levure que l'on a dans notre intestin, mais qui peut à certains moments devenir extrêmement agressif, et il crée autant de problèmes sur la muqueuse intestinale que ne le font les hypersensibilités alimentaires. Donc il faut vraiment, je teste systématiquement tous mes patients également pour les levures. C'est un sujet qui n'est pas très bien compris parce qu'en fait, tout le monde a du candida albicans, sauf qu'à certaines périodes de la vie, notamment après des antibiotiques, eh bien, la flore intestinale est fusillée et le candida albicans se développe et il devient très, 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 très sévèrement agressif. Suivant. Les médicaments, ben voilà, les antibiotiques, après un traitement antibiotique, plus les femmes que les hommes font souvent des mycoses intestinales à cause du candida albicans qui est devenu d'un gentil locataire de notre intestin, un vilain agresseur. Les anti-inflammatoires aussi, bien sûr, les inhibiteurs de la pompe à potons qu'on donne à l'argamanu dans tous les problèmes de reflux gastro-œsophagien, d'ulcères, etc. Il faut faire attention, ils détruisent la muqueuse intestinale. Suivant. Les intolérances alimentaires, on l'a tout là-haut, oui, très bien, les intolérances alimentaires, bon, on est en train d'en parler, c'est une évidence, je vais continuer à vous le démontrer. Le stress, personne ne va discuter l'action du stress, bien évidemment, sur la muqueuse intestinale, parce que la muqueuse intestinale, elle a 80% des neuromédiateurs. La sérotonine est dans la muqueuse intestinale, et puis il y a une innervation de toute la muqueuse intestinale qui est faite par un nerf extrêmement important, qui s'appelle la 10e paire crânienne, qui est le nerf vague, et ce nerf vague, c'est lui qui assure toute la motricité des viscères, et quand vous êtes un peu stressé, le nerf vague est mis en jeu, et effectivement, vous allez avoir des problèmes intestinaux. Et l'effort physique et les sports, bien sûr, c'est celui dont on parle aujourd'hui, on associe donc les efforts physiques et sport et intolérance alimentaire, vous voyez là-haut, il faudrait que je change, pas intolérance alimentaire, c'est hypersensibilité alimentaire qu'il faudrait que je marque. Pour être plus juste. Suivante. Le leaky gut, bon, c'est un final résumé. Bon, vous voyez qu'il y a une porosité intestinale, ce qu'on appelle un leaky gut syndrome. Les Anglais parlent de leaky, les anglo-saxons parlent de leaky gut. Leaky, ça veut dire qui fuit. Donc un intestin qui fuit, qui est poreux, qui est hyper perméable. Ça donne un leaky gut, ça donne des intolérances alimentaires, des anomalies du système immunitaire, bien sûr, et peut donner la préparation à des maladies auto-immunes. Vous voyez qu'on n'est pas les seuls à parler de ça, tous les anglo-saxons le savent. Suivante. Alors, c'est quoi ces anticorps, là, ces IgG,
qui sont différents des IgE, des allergies immédiates, des allergologues, il y a une reconnaissance des agresseurs. Votre système immunitaire, il reconnaît la protéine alimentaire, il examine. En fait, un aliment, c'est un corps étranger qui rentre dans votre corps. Et il faut bien comprendre qu'il est analysé. Les protéines alimentaires sont analysées de la même manière qu'il analyse les protéines d'un virus, d'un microbe, d'une levure, d'un champignon, etc. OK? Il l'examine. Et le système immunitaire, il est binaire. Il aime, il accepte ou il n'accepte pas, le soi ou le non-soi. Donc vous avez une reconnaissance des agresseurs, il y a une neutralisation qui va se faire par les anticorps, les IgG, ça va former ce qu'on appelle des complexes immuns circulants, l'antigène anticorps. Il va y avoir effectivement appel à l'ordre à des destructeurs pour essayer de neutraliser ces individus qui sont pas recommandés, attraction par des phagocytes, activation d'un système du complément qui est un système qui va permettre également de détruire, d'assurer la destruction des complexes humains. Donc, destruction des complexes humains en circulation localement. Et en cas, dans les bactéries, les virus, il y a une protection contre les agresseurs, heureusement, sinon on serait tous morts, tous malades. Et dans le cas des aliments, c'est une cause d'inflammation chronique de votre intestin. Et c'est pas bon pour un sportif, ni pour une autre personne, d'avoir un problème d'inflammation chronique de l'intestin. C'est une image, bon, c'est un peu compliqué, je ne demande pas forcément de retenir celle-là. Vous avez la libération des médiateurs chimiques, le tumorisme, le TNF-alpha, pardon, attraction des phagocytes, je viens de vous le dire, destruction du complexe, je viens de vous le dire, production de radicaux libres, c'est-à-dire des déchets. Des radicaux libres, ce sont des déchets négatifs pour le corps qu'il faut absolument combattre, et ça va entraîner des lésions, destruction du tissu. Vous les voyez là-haut, vous avez le phagocyte qui va attaquer l'hymen complexe, donc c'est-à-dire la protéine alimentaire qui a été donc entourée par ces anticorps, et appel au secours avec les phagocytes, et c'est eux qui vont effectivement permettre la destruction du tissu. Donc vous avez un intestin qui est malade. Il est malade et c'est pas très bon pour les performances sportives. Suivante. Donc, exposition répétée à l'antigène, vous mangez du gluten tous les jours, vous mangez du lait de vache, des produits laitiers, vous mangez des œufs tous les jours, vous mangez des aliments dont vous ne savez pas qu'ils sont négatifs pour vous, et ça crée une réaction du système immunitaire, ça crée une inflammation chronique. Suivant. Alors, parlons surtout de ça, c'est un problème qui est peut-être le plus connu, c'est l'hypoxie-reperfusion chez les sports intenses en altitude. Vous voyez un athlète là qui est bien décortiqué, le pauvre, on lui a enlevé la peau, c'est musculaire, mais vous voyez un sportif, vous pensez bien que chez lui, quand il fait des efforts comme ça, ou qu'il fait 250 km dans la journée, vous pensez bien que tout le sang va sortir des viscères pour aller vers les muscles. Et à ce moment-là, vous allez avoir une hypoperfusion de votre muqueuse intestinale qui n'est plus oxygénée. L'athlète est pareil, l'escaladeur, vous voyez les efforts qu'il fait, pareil, le sang va passer des viscères, ils vont passer dans les muscles des bras et des jambes pour pouvoir assurer l'ascension, c'est clair. Suivante. Alors, ischémie, perfusion chez les sportifs. Suivante. Voilà. L'effort sportif exigeant donc une vascularisation accrue dans les muscles périphériques sollicités va avoir pour conséquence une ischémie des vaisseaux viscéraux, et notamment ceux de la muqueuse intestinale. Vous avez une ischémie des entérocytes, des fameux entérocytes, des villosités intestinales qu'on a vues tout à l'heure. Donc vous avez une fragilité de la muqueuse intestinale. Le sportif est très fragile. Et si vous devez en plus, selon une forte probabilité, s'y ajouter des intolérances ou hypersensibilités alimentaires au repas qui a précédé l'ascension ou la course, vous allez avoir une augmentation des facteurs favorisant l'hyperperméabilité intestinale. Suivante. Donc les effets du sport de haut niveau sur la paroi intestinale, il y a une mobilisation de l'oxygène dans les muscles, perfusion réduite de l'intestin, hypoxie au niveau des entérocytes, il y a mort des entérocytes, destruction des entérocytes, ce qu'on appelle le leaky gut syndrome, entre autres l'hyperperméabilité intestinale, et vous avez la formation des allergies de type 3, ces fameuses allergies dont on parle aujourd'hui. Qu'est-ce que ça entraîne? Eh bien, des diarrhées, des troubles gastro-intestinaux, ça c'est un résumé, hein. Il y a bien d'autres choses, des forces physiques réduites, blessures récurrentes, des athlètes qui se claquent en permanence, certainement parce qu'ils ont aussi une préparation physique peut-être inadaptée, mais aussi une alimentation inadaptée, il faut peut-être y penser. Et des troubles émotionnels avec une perte de confiance en soi. Suivant. Alors, bon, c'est pas obligé que vous reteniez cette diapositive-là, mais il y a une formation de produits, c'est un peu les déchets toxiques, un peu les radicaux libres, on appelle ça les Edge Advanced Glycogen End Products, c'est-à-dire ce sont des allergies de type 3, il y a une réaction de la sensibilité à l'insuline, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué,
une hyperperméabilité intestinale qui va entraîner, écoutez bien, la diminution de la flexibilité musculaire et articulaire, un durcissement des muscles et des tendons. Donc il y a une production de ces fameux AGE, avec des ruptures des muscles et des tendons suite à des exercices extrêmes. C'est une origine, l'alimentation est une origine à ces problèmes-là. Il faut peut-être y penser, pas simplement parce qu'on soulève trop de poids, ou voilà. Donc avec des blessures qui sont récurrentes. Et vous avez un article, en dessous, vous avez les références de cet article, qui date de 2013 et qui montrait exactement ce que je suis en train de vous dire. Suivante. Ça, c'est un article qui est un peu plus vieux, de 2008. C'est l'immunonutrition, traduction, le support immunonutritionnel pour les athlètes, qui vous dit ça déjà en 2008. Chez les athlètes, de multiples composantes du système immunitaire présentent un dysfonctionnement transitoire après un effort intense et prolongé. Et pendant cette fenêtre ouverte d'immunité affaiblie, les agents pathogènes peuvent prendre pied, augmentant ainsi le risque d'infection. D'inflammation aussi, on pourrait dire. Il ne l'a pas dit, mais moi je vous le dis, d'inflammation de la muqueuse intestinale, avec toutes les conséquences que ça peut induire. Suivante. Alors je passe maintenant au cas clinique et sport chez sportifs. Alors oui, j'avais écrit quelque temps, voilà, ça c'est pas une photo qui m'appartient, mais bon, je l'ai reprise. J'avais écrit un livre il y a quelques années, en 2015 je crois, Je mange ce qui me réussit, où tout ce que je suis en train de vous dire est expliqué, hein. Voilà. Et j'avais soigné un athlète. Dans le livre, bien sûr, je n'avais pas donné son nom pour respecter le secret médical. Il m'a dit, pas de problème. En fait, on va revoir son sujet. Il se plaignait de tendinopathie après chaque entraînement. Je marche comme un vilain canard jusqu'au surlendemain, cela ne peut plus durer, temps de récupération allongé. Il était au Lille Métropole à Lille, et puis un jour, je le vois arriver à mon cabinet avec son entraîneur, son coach, qui me dit, on m'a parlé de vous, un ancien champion de 800 mètres m'a parlé de vous, et m'a dit qu'on pouvait éventuellement améliorer en faisant les intolérances alimentaires. Donc, depuis un an, il y avait les entraîneurs, les kinés, les ostéos, les médecins du sport qui n'avaient aucun résultat. Il avait une tendinite des deux côtés, il ne pouvait plus marcher, et comme je vous l'ai dit, il marchait comme un vilain canard. Et on va voir, 15 jours après l'installation du régime IbuPro, il y a eu disparition des tendons d'Achille. Suivant, parce que je vais reprendre le dossier. Voilà, il avait fait 3e du championnat d'Europe qui avait été gagné par Mekissi, et il s'appelait Simon. Bon, pour sa première sélection à l'équipe de France, il avait décroché la médaille de bronze du 1500 mètres des championnats d'Europe en salle à Göteborg. Suivante. Un an après, il souffrait, il ne pouvait plus courir. En 2014, il y a un problème des tendinites récalcitrantes à tous les soins depuis plus de 10 mois. Il a fait le test IMUPRO, le test des hypersensibilités alimentaires, qui a été pratiqué à cette période. On avait retrouvé beaucoup d'intolérances. 50 intolérances alimentaires ont été relevées, notamment les protéines de lait de vache, de lait, les protéines de lait et les œufs. Le gluten était relativement faible, ce n'était pas vraiment son problème. Donc il y a eu, bien entendu, j'ai demandé à ce qu'il y ait une modification complète de son alimentation. Là, il me dit, mais que je mange quoi le matin, etc. Bon, il a fallu supprimer le lait du matin, il a fallu supprimer le kiwi du matin, bon, bref. Mais il l'a fait. Et 3 semaines, un mois après, écoutez bien, disparition totale des tendinites qu'on s'évertuait à combattre par des méthodes classiques depuis plus d'un an. Il revient me voir après un stage de l'équipe de France, Afrique du Sud, avec les Kenyans. Il était parti au Kenya avec toute l'équipe de France, etc. À son arrivée, c'est une anecdote, hein, il y avait un banquet d'accueil qui a été sous une forme de buffet. Le lendemain matin, il constate une très légère sensibilité au niveau de ses tendons d'Achille, alors qu'il était tranquille depuis des mois et des mois. Il consulte alors la liste de ses intolérances alimentaires qu'il gardait précieusement avec lui. Et il a constaté que le melon, je dis bien le melon, on est d'accord, hein, je ne parle pas de gluten, etc. Il fait partie des aliments positifs qui étaient simplement au premier niveau d'intolérance. À l'époque, il y avait 4 niveaux d'intolérance, alors qu'il en avait mangé le soir en arrivant, il faisait très chaud, et il en avait mangé 3, excusez-moi, il avait mangé 3 belles tranches de la veille lors du buffet. Suivante. Et vous voyez son test qui était en 4, à l'époque c'était en 4, maintenant c'est plus en 3 niveaux, négatif, orange et rouge. Et vous voyez, bon, en bas, tout en bas, éliminé de l'alimentation pendant 12 mois, c'est ce qui a complètement guéri de ses tendinites. Le blanc d'œuf, le lait, le fromage à base de lait, l'œuf de poule, enfin bref, tout ce qui était lait et fromage, c'était catastrophique pour lui, et il ne le savait bien évidemment pas. Et puis vous voyez, en niveau 1, je l'ai entouré, le melon. Et oui, en niveau 1, ce n'était pas une très forte intolérance, mais ça a suffi quand il a mangé 3 tranches de melon pour réveiller un tout petit peu ses douleurs tendineuses. Vous voyez quand même la relation, on est dans du melon.
tous les Français mangent du melon à l'été et tout, etc. Ça peut créer des problèmes, il faut le savoir. Là, vous avez donc un autre cas, c'est une étude qui a été faite déjà en 2013 sur les nageurs suédois, des jeunes nageurs suédois qui étaient appelés à participer au championnat, je sais plus si c'est les championnats du monde, oui. C'est une étude en double aveugle contre placebo, réalisée avec des nageurs du cadre olympique de Suède, en double aveugle contre crossover. Un groupe qui suivait le régime IMUPRO, on dit disons, le bon régime, c'est-à-dire qu'on allait lui enlever les aliments qui étaient négatifs, qui étaient mauvais, donc qui faisait un régime sans les hypersensibilités alimentaires, et un groupe qui suivait un régime contenant les aliments positifs, autrement dit, ils ne changeaient rien, ils mangeaient leurs problèmes avec leurs propres intolérances ou hypersensibilités. Il y avait 16 athlètes, ce n'est pas énorme, mais vous allez voir, les résultats sont quand même confondants. Vous voyez ici, par rapport ce que je vous dis tout à l'heure, on utilise les lactates. Vous voyez, en rouge, au départ, vous avez le baseline, c'est-à-dire qu'on part, c'est le début de l'étude. La rouge, c'est celle, effectivement, où les gens ne changeaient pas leur alimentation et continuaient à manger ce qu'ils mangeaient. Vous voyez que les lactates, qui sont témoins de l'acidité lactique, donc de l'acidité du corps, qui est mauvais bien sûr pour les muscles, enfin pour beaucoup de... Pas que ça, pour le cardiovasculaire, pour tout. Les lactates sont quand même... L'acidité du corps n'est pas une bonne chose, tout le monde le sait. Et vous voyez donc l'augmentation drastique des lactates, enfin une augmentation claire et nette, alors que ceux qui faisaient en bleu, qui faisaient donc le schéma IMUPRO, si vous voulez, sans consommer d'intolérance alimentaire, ils ont amélioré le taux de lactate. La fréquence cardiaque, regardez, augmentation de la fréquence cardiaque chez les gens qui continuaient à manger les hypersensibilités alimentaires, et la fréquence cardiaque qui diminuait pour ceux à qui on avait enlevé les hypersensibilités alimentaires. Le VO2 max, regardez, le bleu cette fois-ci, elle est en augmentation très nette chez les gens qui suivaient le régime adapté, et elle était très mauvaise pour ceux qui, ne suivaient pas ce régime-là. Les graisses corporelles, vous voyez qu'elles ont diminué dans les deux groupes, mais beaucoup plus diminué dans la zone bleue, c'est-à-dire chez ceux qui suivaient le régime. Suivante. Les lactates, alors après, on voit qu'à le baseline, vous avez toujours la première, c'est la ligne de base, c'est quand ça a débuté, et à 29 jours, avec la bonne alimentation, et vous voyez au 41e jour, ils ont arrêté donc l'alimentation adaptée, et ils ont dit aux athlètes, vous remangez tout ce que vous mangiez avant. Et vous voyez que ça a bien diminué pendant la période baseline jusqu'au 29e jour, et ensuite, progressivement, les lactates ont commencé à recommencer. Pas d'une manière violente, mais petit à petit, en recommençant à manger leurs hypersensibilités alimentaires, eh bien, ils ont recommencé à dégrader le taux de lactate. La VO2 max, vous voyez, baseline, elle est bien montée au début, jusqu'au 41e jour, et ensuite, on voit qu'elle redescend, la VO2 max, à partir du moment où ils recommencent à manger normalement, sans s'occuper de leurs hypersensibilités alimentaires. La fréquence cardiaque, vous allez revoir à peu près la même chose, avec c'est clair et net qu'il y a vraiment un problème de changement quand on fait donc ce régime adapté. Les graisses, vous voyez qu'elles ont considérablement baissé, donc le corps s'est affiné pendant du baseline jusqu'au 41e jour, et à partir du moment, les 4 jours où ils ont SHEM ça veut dire diet, c'est-à-dire la mauvaise nutrition, eh ben vous voyez que les graisses recommencent à monter. Suivante. Là, vous avez l'explication du poids, c'est le poids du corps, la différence en pourcentage dans la ligne de base, et vous voyez bien qu'au départ, vous avez une augmentation de la graisse corporelle au 41e jour, ça avait franchement bien baissé, et à partir du moment sur l'image du bas, changement de diététique, tout ce qui avait été perdu est repris progressivement à partir du moment où ils recommencent leur alimentation normale. Suivante. C'est un témoignage d'Alan Sutter, c'était un joueur allemand. Suivante. Voilà, c'est un footballeur, un grand talent qui rejoignait le Bayern à l'âge de 26 ans. Il se plaignait de manque de force, de perte de poids excessive, il avait des diarrhées chroniques, il consultait plusieurs spécialistes, il n'y avait pas de diagnostic, pas de soulagement. C'était un désastre complet, c'était un très bon joueur, blessures récurrentes, faiblesse, il n'a joué que quelques matchs, il a arrêté sa carrière à 30 ans, il était complètement épuisé, dégoûté, il doutait de soi, il était dépressif, ça n'allait plus du tout. Il avait fait un test IMUPRO test un peu tardivement. Bien sûr, tous les aliments qu'il devait manger avant chaque match sortaient positifs. Après chaque changement alimentaire, il n'y avait plus de diarrhée, il a repris de la force, il a dit « je me sens tant à la forme de ma vie, si j'aurais su cela avant, j'aurais pu continuer ma carrière encore plusieurs années ».
Vous voyez que l'alimentation a une importance chez le sportif. Ici, vous avez un autre nageur américain qui a, j'ai une meilleure forme, je me sens mieux et mes résultats sont meilleurs. C'était Koch, il a été champion du monde. Suivante. Suivant. Voilà, Marco Koch, il a été point de départ en automne 2013. Il avait mal au ventre après chaque compétition, pour être compétition trop élevée, trop de graisse corporelle. Ses meilleures performances personnelles avant le changement nutritionnel IMIPRO étaient à 2 minutes 8,5. Dès qu'il a fait les tests, qu'il a changé son alimentation, il a gagné 1 seconde et 1 dixième, je crois, à 2 minutes 7 et 4. Il y avait une fréquence cardiaque qui battait avant à 135, il battait plus qu'à 120. Sa puissance, la force au bench press, il était à 125 kg, il est monté à 140, il a gagné en puissance. Et son poids corporel est de 85, il est passé à 80, il s'est affiné. Donc j'ai rapidement, en quelques semaines seulement, réalisé une véritable amélioration. Je récupère plus rapidement et je peux m'entraîner de façon plus intensive. Généralement, je me sens en meilleure forme. Suivante. Là, je vous parle du cas de Novak Djokovic. Novak Djokovic, c'est quand même un cas extraordinaire, c'est quand même pas n'importe qui. J'ai lu son livre, j'espère que vous l'avez lu, Service gagnant, il vous explique une alimentation sans gluten pour une parfaite forme physique et mentale. Et les phrases que je sors là, c'est les phrases de son livre, c'est pas moi qui les ai inventées. Au moment où j'allais atteindre le sommet, j'ai touché le fond, quelque chose me bouchait le nez, comprimait ma poitrine, déversait du béton dans mes jambes. J'ai regardé mon adversaire impuissant, une force mystérieuse qui sapait mon énergie venait une nouvelle fois de fondre sur moi, je m'effondrais lors des grands tournois. Il dit même, je me faisais battre même par des Français. Vous voyez, c'est une plaisanterie, mais effectivement, il disait que quand il voulait servir, c'est comme s'il avait l'épée de Thor au moment du service. Et une épée de Thor, ça pèse 20 kilos. D'accord, voilà. Qu'est-ce qu'était ce mal mystérieux? Il avait en moi quelque chose qui était brisé, en mauvaise santé, invalidant. Certains me parlaient d'allergie, de méforme, de malaise inexpliqué. Quel que soit le nom que l'on donnait à ces symptômes, personne ne savait comment y remédier. Qu'est-ce que disaient ces compères ses adversaires de l'époque? Andy Roddick qui disait des crampes, du cri va-de-vierre, est-ce qu'il a la maladie du charbon, est-ce qu'il a un SRAS, c'est une toux, un rhume, bon bref. Federer n'était pas très sympa, hein. Il disait, vous savez, en ce qui concerne ces mots, au fond, je pense que c'est une bonne blague. Voilà, suivante. Et puis, il rencontre. Alors, c'était pendant la guerre hein, de Serbie. Il vivait dans les sous-sols parce qu'il y avait des bombardements. Et son père était pizzaiolo. Et il mangeait des pizzas. Pratiquement, son père le nourrissait en pizza, donc gluten à 100%, avec bien sûr d'autres ingrédients. Il n'y avait pas que le gluten, bien sûr. Mais voilà. Donc, un médecin serbe découvre d'abord par la kinésiologie, hein, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que la kinésiologie, mais après par les tests IgG, ceux dont on parle aujourd'hui, qu'il est incapable de digérer le gluten. Je suis hypersensible au gluten. Il n'est pas malade cœliaque, mais il était hypersensible au gluten, et c'est ce que montrent les tests d'intolérance alimentaire, l'hypersensibilité au gluten, qui n'est pas forcément la maladie cœliaque. Moi, dans tous les examens que je fais initiaux, j'élimine d'abord la maladie cœliaque. Pour pas qu'on vienne me dire, oui, mais c'est un cœliaque, c'est normal. Non, ce sont des gens qui ont une sensibilité au gluten, mais qui ne sont pas cœliaques. Et ça, pour l'instant, les médecins ne savent pas le découvrir, parce qu'il n'y a pas les tests pratiqués, ceux dont on parle, en France et remboursés. Donc, résultat de l'éviction du gluten, du jour où il modifie son alimentation, en excluant totalement le gluten, les victoires fleurissent et ils se sont poussés des ailes. Quelques mois plus tard, il remportait le tournoi de Wimbledon et devenait le numéro 1 mondial. Alors ensuite, il y a Andy Murray, il y a Tsonga, il y a plusieurs qui ont essayé de sans gluten, mais il faut s'y plier. Pas toujours évident. Mais vous avez un joueur là qui était en perdition, il supprime le gluten, et le gluten n'a pas de rapport. Beaucoup de confrères, malheureusement, vous disent c'est un effet de mode. Il va falloir changer véritablement de paradigme. Alors là, vous avez Kevin Mayer. Kevin Mayer, c'est quand même notre champion du monde. Je ne sais pas s'il le sera prochainement, notamment aux Jeux Olympiques, parce qu'il a un petit peu de mal maintenant, mais c'était en 2018. Et il faut savoir que quelques mois avant de battre son record du monde du décathlon, Kevin Mayer avait modifié et personnalisé son alimentation en faisant le test des intolérances alimentaires et en évinçant ses hypersensibilités alimentaires suite à la réalisation d'un test. Et quelques mois après, il bat le record du monde du décathlon. Je ne sais pas si vous êtes connaisseur en athlétisme, mais le record du monde du décathlon, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et ça fait 6 ans qu'il est là et il n'est pas encore prêt d'être battu. Et il a modifié son alimentation, ce qui a fait rire beaucoup de monde. J'espère, est-ce qu'on peut passer une vidéo? Vous prenez la main. C'était sur l'émission du quotidien qui était animé par Yann Barthès. Il a battu le record du monde, je crois que c'était le 18 septembre 2018.
Et je crois que c'est une interview qu'il avait fait donc en octobre 2018, me semble-t-il. Je ne sais pas si on va pouvoir la voir. Ça serait bien qu'on puisse la voir. On peut la déclencher? Vous entendez? Oui, ça y est, elle est déclenchée normalement. Alors écoutez bien. Moi, j'entends rien. Ah non, ça c'est fini, ça, c'est pas bon. Non, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, alors il n'y a pas de, le son ne fonctionne Bon, pas. c'est pas grave. On revient je vais expliquer. Je vais expliquer, c'est On vous dommage. l'enverra après Oui, à voilà. tout le monde. On l'a. Moi, je le laisse sur Oui, mon. OK. on est Alors, désolé. on peut revenir sur le diapo. Avant qu'on revienne sur le diapo, donc Kevin Mayer explique bien qu'il avait rencontré un coach donc quelques mois avant l'établissement de son record du monde et il était intolérant à tout. Alors, il s'en moque un peu, il voit son voisin qui était Artus, je crois, et qui commence à rigoler. Voilà, mais tu manges quoi le matin? Ben, il me dit, moi, je suis à part le poisson, les viandes, les fruits et tout ça, je suis allergique aux œufs, je suis allergique aux produits laitiers, etc. J'ai tout enlevé. Bon, il a tout enlevé, ça fait rire tout le monde, bien sûr. Tu manges quoi? Et qu'est-ce que ça? Bon, bref, tout le monde le prenait à la rigolade, sauf que ce monsieur a battu le record du monde du décathlon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est comme performance, mais c'est quand même exceptionnel. Alors il me dit, il le dit je ne sais pas si je vais pouvoir tenir ce rythme-là. Je vois Voilà. pas parce que j'ai l'écran. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On sort de là? Vous arrivez à revenir sur le diapo? Alors, ça ne revient plus sur la diapo. Alors, c'était On un risque, hein, ça, je m'en doutais de ça. oui. Je savais que je craignais ça. Je craignais ça. On On revient. recommence. Voilà. Il faut l'enlever, cette diapo. Est-ce que c'est bon là? C'est bon, Oui, voilà. c'est tout bon. Alors Désolée. donc, bon, Kevin Mayer, c'est quand même Djokovic. Kevin Mayer, c'est pas n'importe quel athlète, d'accord? Et je pense que là, il vous montre que quand vous faites une alimentation qui est personnalisée, individualisée, optimisée, vous allez avoir de bien meilleurs résultats plutôt que de vous retrouver devant un buffet où tout le monde prend la même chose selon ses goûts. Voilà, moi, ben, j'aime les pâtes, j'aime ci, j'aime ça. Oui, mais étant certain que tu n'as pas une intolérance alimentaire, une hypersensibilité qui pourrait diminuer considérablement tes performances. Voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui, hein, ça. Et là, c'est un athlète, un de mes athlètes, je cachais le nom pour que ça reste secret médical, voilà, qui était vraiment en perdition. Alors, il est champion du monde, hein, il était champion du monde. Et voilà son test intolérance alimentaire. C'est la nouvelle présentation en 3 niveaux. Sur 269 aliments, eh bien, vous voyez, il avait 194 qui étaient normaux, mais 61 à niveau très élevé et 14 à niveau élevé, pardon, et 14 à niveau très élevé. Bon, il a commencé à faire son régime, il allait 100 fois mieux, et puis il a été blessé, il a fait un traumatisme qui fait que malheureusement l'a empêché d'aller au prochain championnat, au championnat de France et du monde. Vous voyez son test. Vous voyez son test. Vous avez à gauche, mais vous voyez le gluten. Hein, c'est tout ce qui est en rouge, totalement intolérant au gluten. Et il est aussi avec des hypersensibilités énormes aux légumes. Donc faire attention, les légumes, c'est pas forcément bon pour tout le monde. C'est ça que je veux expliquer, faire comprendre. Il y a des choses à corriger. Il a une barrière intestinale qui est complètement fusillée. D'accord? Donc il faut la réparer. Il faut enlever les agresseurs et il faut réparer la muqueuse intestinale. À côté, celle de droite, vous voyez, bon, il a quelques intolérances à des fruits, pas trop. Voilà. Ensuite, suivante. Je crois que c'est la suite de son test. Suivante. Vous voyez, au niveau des poissons, pratiquement, ça se passe parfaitement bien. En bas, les champignons, je suis tout à gauche. Hein. Les viandes, il n'y a aucun problème. Il est très, 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 très négatif, mais inférieur à 2,5. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de. Mais les Allemands ne veulent même pas entendre parler de résultats. C'est-à-dire c'est peanuts, c'est n'importe. Aucun intérêt. Il a aussi des problèmes avec des graines. Ensuite, je vais sur droite. Et vous voyez le café, qui était très positif. Il était positif au café, il est en rouge au café. Ben, il a arrêté le café. Et puis, ça a tout de suite été nettement mieux. Suivant. Voilà, ça c'était les aliments à éviter. Alors évidemment, quand vous avez 65 intolérances alimentaires, là il y a une expérience, j'ai 22 ans d'expérience, je sais comment il faut faire. Je ne peux pas lui demander de retirer tous les aliments comme on le conseille quelquefois sur le site, mais j'ai retiré le café, les carottes et céleri, ce qui était en rouge, les choux, j'ai supprimé le fenouil, le gluten, le lait de vache, et ça s'est amélioré considérablement. Et j'ai, par des méthodes, après des compléments alimentaires, etc., réparé, régénéré, cicatrisé la muqueuse intestinale. Voilà. Suivant.
Donc, c'était un champion du monde. Alors, maintenant, je voudrais revenir avec vous. Parmi les aliments qui avaient été proposés, vous vous souvenez, pour nos athlètes, nos champions, vice-champions du monde de football, et voilà. Rappelez-vous, il y avait les pâtes à la sauce, là vous déroulez, hein, les pâtes à la sauce tomate et aux oignons, une assiette composée d'œufs et d'avocats. Rappelez-vous, la souris d'agneau confite au jambon, du calamar, des brocolis, des artichauts, de la polenta, des épis de maïs. Bref, tout ça concocté par un grand chef, Xavier Rousseau, vraiment, qui tient compte des valeurs nutritionnelles de chaque aliment. Bien, parfait. OK. La question qu'il faut se poser est bien la suivante. Est-ce qu'on est bien certain que ces aliments, indépendamment des goûts et des préférences de chacun, conviennent d'un point de vue physiopathologique permettant d'assurer aux sportifs une performance optimale? C'est ça, that's the question. Est-ce que ça convient à tout le monde? Une alimentation statistiquement pour tout le monde? Alors, comment lire les résultats? Je voudrais quand même les résultats. Vous avez vu des résultats des tests ImuPro tout à l'heure. Là, peut-être que la diapo vient un petit peu trop tard, mais ils sont présentés comme ça, les résultats. Pour ceux qui voudront faire le test plus tard, on verra. L'aliment 1, par exemple, vous voyez, le patient va avoir 5. Or, il devient positif à 10. En orange, il devient en rouge à 20, donc très élevé. L'aliment 2, vous voyez, la personne a eu 2, et puis ça devient positif en orange à 5, donc il est normalement en orange. Et l'aliment 3, qui est très élevé, c'est en rouge parce que l'aliment, il a son code, son échelle de valeur de positivité entre 22, en dessous de 22 négatif, 22,50 orange, et au-dessus de 50, il est en rouge. Suivante. Vous vous rappelez, donc, nos athlètes. Alors, ce ne sont pas les résultats des footballeurs professionnels, donc des équipes de France. Mais c'est ce que j'ai 3500 dossiers, et c'est ce que j'ai très régulièrement. Ce que vous voyez là, je l'ai des centaines de cas de fois. Et ne me dites pas qu'il n'y a pas la possibilité que parmi les 30 joueurs, il n'y en ait pas 1, 2, 3, 4 ou plus qui pourraient se présenter dans cette situation-là. C'est pas possible, statistiquement, c'est impossible. Vous voyez ici des gens qui sont totalement intolérants, attendez, doucement, totalement intolérants au blé, enfin au gluten, hein, 106 alors qu'il faut être inférieur à 22, enfin bref, c'est des intolérances totales au gluten. C'est des gens qui sont hypersensibles au gluten. C'est Djokovic, c'est probablement aussi Kevin Mayer, etc. C'est ces gens-là, voilà, probablement. Ensuite, suivant. Cliquez juste pour... Voilà. Vous voyez après, alors il y avait donc la sauce, le gluten, donc les pâtes, vous voyez que ça peut être catastrophique pour certains, à la sauce tomate et aux oignons. Mais je veux bien, moi, la sauce tomate et aux oignons. Regardez en bas les légumes, la personne est totalement intolérante à la tomate, et vous voyez d'à côté, les légumes, vous avez encore une fois la tomate, suivante, cliquez sur le suivant, et vous voyez quelqu'un ici qui est totalement intolérant uniquement aux oignons. Alors moi, je veux bien que tous ces gens sportifs n'aient aucun problème ni avec le gluten, les tomates, mais je demande à voir. Voilà. Suivante. Une assiette composée d'œufs et d'avocat. Alors je vais vous dire oui pour l'avocat, parce que franchement, l'avocat sur 3500 dossiers, il sort très rarement, dans 5% des cas, de 3, 4, 5% des cas. C'est vraiment un aliment que je considère super aliment, parce que tous les nutritionnistes le considèrent comme un super aliment, et moi je valide parce qu'il y a très peu d'hypersensibilité alimentaire. Mais alors l'œuf, suivante. C'est la totale inoubliée. Vous voyez des résultats, je ne dis pas que ce sont nos athlètes, hein. Regardez le blanc d'œuf, suivante, allez-y, allez-y. Regardez le blanc d'œuf, encore supérieur à 200, c'est catastrophique, c'est positif à 36,5, c'est à 200. Excusez-moi, je vais employer un terme qui est un peu exagéré, mais c'est un petit poison. Or, l'œuf, c'est l'aliment préféré des Français. Ah oui, allez-y, mais attention si vous êtes sportif de haut niveau. Regardez les œufs, suivante. Et je vous montre quand même qu'il y a des gens qui sont totalement négatifs à l'œuf. Et j'en ai des dizaines et des centaines comme ça aussi. Donc moi, j'aimerais bien savoir si on se situe dans la négativité totale ou si on est dans la positivité absolue. Et ça influence les performances sportives. Suivant. Une souris d'agneau confite et au jambon. Oui, mais vous voyez là, un test. La viande, la seule qui est archi positive, c'est l'agneau. Et je choisis l'agneau parce que j'aime ça. Ah non, pas forcément. Il faut faire attention. Suivante. Vous avez l'agneau ici qui est associé au bœuf. OK, eh ben, il faut faire attention aux deux. Suivante. Et vous avez ici quelqu'un qui a vraiment un énorme problème, c'est-à-dire qu'il est pratiquement intolérant à toutes les viandes. Et là, on le sait, on commence à le savoir. Camille, je crois que vous en avez déjà parlé. C'est qu'il y a une protéine, enfin un antigène dans le corps qui s'appelle l'alpha-gal. Alpha-gal.
et qui est le syndrome des alpha-gales, où les gens ne supportent pas les viandes. Et là, vous voyez que l'agneau est archi-positif, mais vous voyez pratiquement que toutes les viandes sont positives, à part le lapin et le lièvre, et le veau. Tant mieux pour le veau, mais les autres sont très, 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 très positifs. Donc attention aux viandes aussi. Suivante. Des brocolis, des artichauts, oui, mais vous voyez des résultats, artichauts positifs en rouge. Excusez-moi, je n'ai pas éteint mon portable. L'artichaut est archi-positif. En bas, tout à fait en bas, à gauche, le brocoli est archi-positif. Le brocoli, je peux vous décliner toutes les qualités du brocoli. Moi-même, j'en mange très, très souvent, mais je suis négatif. Le brocoli, c'est un aliment formidable, mais pas pour tout le monde. Il n'y a pas de bons et de mauvais aliments pour tout le monde. Il y a des bons et de mauvais aliments pour chaque individu. Okay, il faut comprendre ça. Okay. Et les légumes, vous voyez de l'autre côté, vous avez l'artichaut et le brocoli qui sont positifs. Mais si vous avez un athlète qui mange des brocolis et des artichauts parce que Xavier Rousseau le propose, vous n'allez pas avoir une performance sur le terrain, il ne va pas être aussi brillant qu'il ne l'était auparavant. Suivant. Du polenta et des épis de maïs. Oui, mais des polenta et des épis de maïs, vous voyez que là, j'ai un problème avec le maïs. Voilà, il n'y a pas de problème avec le manioc, le millet, la patate douce, le quinoa. Si, un petit peu avec le quinoa aussi. Le quinoa, qui est-ce qui va penser au quinoa comme étant un problème problématique? Non. Sauf que là, quand on a mis le sang en relation avec le réactif qui contient les protéines du quinoa, le système immunitaire, non, j'en veux pas. Ensuite, vous avez le maïs encore sur une deuxième. Le sarrasin aussi, c'est embêtant parce que c'est une alternative importante au gluten. Là, c'est un peu embêtant, c'est pas facile à gérer. C'est un peu difficile, tant pour ce qu'il a le riz aussi, donc c'est un sujet qui n'est pas facile à manier, ça. Il lui reste plus grand-chose, mais on peut travailler là-dessus quand même. Et le deuxième complètement à droite, vous avez la châtaigne qui est positive, le maïs, le sarrasin aussi, c'est pas du facile à gérer, mais on le fait. Et il faut le faire si on veut améliorer les performances. Suivant. Le calamar. Oui, le calamar, pourquoi pas? Évidemment, qui va penser que le calamar peut être un problème? Vous voyez le sujet là que je vous sors? Oui, le calamar, il a aucun problème avec les poissons, sauf que le calamar, c'est une explosion. Le système immunitaire ne veut pas de la protéine du calamar. Et s'il ne le veut pas, ça attaque la muqueuse intestinale. Ça crée une inflammation, une micro-inflammation dans la muqueuse intestinale. Ça serait quand même bien que celui qui prend du calamar là-bas, au moment de l'équipe de France, il sache qu'il est intolérant au calamar. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout ce sont des résultats que j'ai sortis de mes patients, mais pas des sportifs. Suivant, excusez-moi, je suis passé, j'ai perdu là. Coucou. Ah, je vous ai perdu. Ah, vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Oui, très bien. Je vous avais perdu. Alors, Immupro se présente comment? Bon, c'est pas à moi forcément à faire ça, mais je vous ai parlé que les aliments pouvaient être un obstacle à une bonne performance chez un sportif. Encore une fois, en dehors de ses qualités techniques et des préparations physiques que les préparateurs font parfaitement bien maintenant, l'alimentation, pour moi, reste un point qui reste vraiment, vraiment potentiellement améliorable, franchement. Donc, le problème, quand on fait les tests, donc je vous ai montré, il faut faire une restriction, c'est un régime d'élimination pendant un certain temps. Il y a une rotation des aliments qui sont sains, ceux qui ne sont pas problématiques, il faut varier l'alimentation le plus possible, c'est un peu logique. Et ensuite, après une certaine période de temps, on va réintroduire les aliments, on fait des tests de provocation. S'ils sont négatifs, s'il n'y a pas de symptômes qui apparaissent, l'aliment va être réintégré progressivement. Si par contre, les réactions, les symptômes sont forts, à ce moment-là, on va être obligé de reculer encore de 2-3 mois la restriction alimentaire. Suivant. Alors là, c'est voilà, il faut retirer. Là, on était sur les quatre niveaux. Hein. À peu près, retenez globalement que quand vous êtes en vert, bon, bien sûr, c'est négatif. Quand vous êtes en orange, il faut retirer les aliments à peu près pour moi, c'est 3-4 mois. Et quand on est en rouge, vraiment à un niveau très élevé, non pas 12 mois, mais je retire 4 à 6 mois. Avant, je répare la barrière intestinale, bien évidemment, avec des compléments alimentaires. Et ensuite, je réintroduis progressivement les aliments qui étaient hypersensibles ou intolérés, si vous voulez. La rotation des aliments négatifs, oui, on le propose, enfin, le laboratoire le propose. J'y adhère tout en étant un petit peu
un peu réservé, parce que quand vous avez 65 aliments, rappelez-vous le champion du monde là, qui avait 65 aliments, quand vous retirez 65 aliments et que vous demandez les autres de faire une rotation tous les 5 jours, c'est-à-dire de ne pas en manger tous les jours, ça devient extrêmement difficile. Donc pour des gens qui ont 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 intolérances alimentaires, on peut effectivement, pour l'ensemble des autres aliments, faire en sorte de ne pas en manger tous les jours, de faire une rotation sur les 5 jours. Je suis tout à fait d'accord. Mais attention à ceux qui ont vraiment beaucoup d'intolérance. Voilà, réintroduction des aliments, test de provocation. Donc, on réintroduit successivement les aliments, je vous ai dit, un par un. C'est un test de provocation. Vous comprenez bien que quand il y en a 65 qui font prendre 10 jours, on ne peut pas le faire comme ça facilement. Donc, ça, c'est de l'expérience. Hein, mais croyez-moi, on commence à connaître la façon de résoudre ces problèmes-là. On observe les symptômes. Si les symptômes réapparaissent, on peut contrôler par le poids du corps. Parce que quand vous avez une intolérance alimentaire, systématiquement, le soir, vous vous pesez, le lendemain, vous avez pris du poids. Parce qu'il y a un œdème intestinal qui se crée. Donc, c'est un moyen pour ceux qui n'ont pas forcément... Comment je peux contrôler si j'ai mes symptômes qui me réapparaissent? Ce n'est pas toujours évident, mais le contrôle du poids est un test qui était très fiable. Donc, on vous le dit en dessous, si aucun symptôme réapparaît et s'il n'y a pas de prise de poids nocturne, est observé, l'aliment est toléré à nouveau et peut être consommé en sécurité tout en respectant impérativement. Voilà. En aucun cas, ne remangez l'aliment chaque jour, même après, quand vous avez été guéri, si je puis dire, entre guillemets, que vous pouvez réintroduire les aliments. Il faut quand même être raisonnable et pas réintroduire le gluten ou les produits laitiers 6 jours par semaine, sinon vous risquez de replonger. Suivant. En conclusion, et je ferai une toute petite démarche ensuite, bon, le sportif se voit confronté et doit adapter à divers obstacles et déséquilibres physiologiques. Il est confronté à des blessures, bien sûr, à la fatigue, à une méforme, ce qui peut aboutir à des contre-performances. L'une des causes majeures de ces déséquilibres et contre-performances, c'est entre autres le stress oxydatif. Alors, ce n'est pas le lieu d'expliquer ce que c'est que le stress oxydatif, mais c'est globalement, on s'oxyde, hein, on rouille, on vieillit. Voilà. Lui-même, la conséquence d'un déséquilibre dans l'hygiène du vie du sportif, de son alimentation, parce que ça va créer une dysbiose, donc un trouble, la perturbation donc du microbiote intestinal qui va entraîner des inflammations, l'hyperméabilité intestinale, on en a parlé. Un stress physiologique qui devient en fait inadapté aux efforts qui sont intenses. Donc pour moi, en résumé, hein, c'est un grand résumé bien sûr, il faut une alimentation qui va être, en dehors bien sûr des problèmes des qualités techniques et des préparations physiques, il faut une alimentation qui va être variée, équilibrée, mais qui va être personnalisée et optimisée, respectant les différences immunitaires de chacun, d'accord? Tout le monde n'est pas pareil, pas tous pareils. Un équilibre psycho-affectif indispensable, bon ça je pense que tout le monde le sait, un sommeil réparateur, ça c'est tout le monde le sait. Je voudrais, pour une prochaine fois, on a terminé, mais je voudrais quelques instants de réflexion sur le bien fondé de certaines études comparant le régime, par exemple, sans gluten. Alors, il est bien évident que le sans gluten, vous avez bien compris que ce n'est pas que lui le problème. Et je dis souvent, quand vous avez des quantités de bouquins, alimentation sans gluten et sans produits laitiers, ce sont les deux arbres qui cachent la forêt. Derrière, il y a tout ce que je vous ai dit. Je parlais du calamar, mais je vous ai parlé de tout, de l'agneau, etc., etc. Il y a tout possible, du café, voilà, tout est possible. Donc, le régime sans gluten, sans produits laitiers, oui, il marche bien, parce que ça fait partie des majeurs, ça fait partie de ce que les gens consomment tous les jours. Du gluten, c'est la pâtisserie, c'est les pâtes, etc. Bon, voilà. Et puis le lait, c'est les fromages, c'est les yaourts, etc. Donc tout le monde consomme ça. Et c'est la raison pour laquelle ce sont les plus fréquents. Donc il y a une étude qui compare le régime sans gluten et celui qui propose un régime bas en FODMAP. Alors on y reviendra. Autant les intolérances alimentaires, les hypersensibilités alimentaires, ce n'est pas quelque chose qui est reconnu par les gastro-entérologues, par les allergologues, etc. Pour l'instant, on est assez peu à militer pour tout ce que je viens de vous dire. Et c'est malheureux. C'est malheureux parce que franchement, on améliorerait les performances des sportifs. C'est malheureux. Et par contre, on vous dit, ce sont les FODMAP. Les FODMAP, ce sont des aliments, on le verra par la suite, qui sont des sucres qui sont mal digérés par le haut appareil et qui vont effectivement fermenter au niveau du côlon et donner des gaz, des ballonnements, un inconfort intestinal. Et tout le monde pense que c'est ça à l'origine des mauvaises performances, etc. Ça y contribue. Mais si vous ne réglez pas les problèmes qui viennent d'une intolérance, d'une incompatibilité immunitaire, ça ne marchera pas. Alors, suivant. Le gluten a été comparé dans certaines études par un traitement, une diététique avec une alimentation qui est faible en FODMAP. Alors, les FODMAP, c'est une longue liste. Hein. Il y a 60-70 aliments à retirer. Hein. Des aliments, encore une fois, des sucres mal digérés. Alors, voilà la conclusion. C'est 2019, une étude qui est sortie dans SportMed, quand même, en 2019, exit le gluten-free, c'est-à-dire
enlevez-moi tout ça, le gluten, c'est de la gnognotte, et vous faites un régime en bas FODMAP. C'est une nouvelle diététique stratégie pour réduire les problèmes gastro-intestinaux chez les athlètes. Alors là, je voudrais vraiment bien discuter là-dessus, parce que je vais vous donner pourquoi. Pourquoi vous devez le comprendre déjà. Suivante. Diapo suivante, merci. Je vous ressors les résultats de certains de mes patients, j'en ai plus de 200 ou 300 comme ça, qui sont très très positifs au gluten. Ensuite, allez en dessous, suivante, pardon. Et vous avez ici des gens totalement négatifs au gluten. Parfait pour eux, ils n'ont aucun problème avec les pâtes, avec la pâtisserie, avec les fromages, enfin, voilà, aucun problème. Vous comprenez bien que si vous faites une étude pour comparer le gluten par rapport au FODMAP et que vous avez majoritairement des gens qui sont dans la colonne du haut, vous allez trouver à l'exclusion du gluten des résultats, des performances extraordinaires, supérieures au FODMAP. Par contre, si vous prenez dans votre étude majoritairement des gens qui sont négatifs au gluten, eh ben c'est évident que les FODMAPs vont peut-être avoir une meilleure efficacité. Or, les études sont faites, ils ne tiennent pas compte de ces tests. On mélange tout, on prend ceux du haut, ceux du bas, on mélange bien, et moi je vous demande de réfléchir le résultat qui en sort. Le résultat qui en sort, je vous laisse à votre réflexion. On en reparlera éventuellement dans un prochain webinaire si vous voulez. Ces études où on mélange tout sans savoir qui est qui fait quoi, c'est problématique. Je vous laisse à votre réflexion. Suivante. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que je n'ai pas été trop long et que ce que je vous ai dit vous est convenu.